La Russie étant focalisée sur l'Ukraine depuis plus de 3 ans et demi, on oublie facilement que Vladimir Poutine a d'autres ambitions. L'Ukraine n'est qu'un début, même si la Russie met beaucoup plus de temps que prévu à la conquérir. Si l'Ukraine tombe, Poutine a des ambitions bien plus lointaines. Il regarde vers l'OTAN et il se prépare à un affrontement. Les renseignements montrent que la Russie prépare une guerre contre l'OTAN, comme le prouve un fait inattendu de sa part. Dans son évaluation du 21 septembre, l'Institut pour l'étude de la guerre indique que la Russie réalise ce que l'ampleur de ses pertes en Ukraine semblait rendre impossible. Selon une source interne anonyme, et l'Institut pour l'étude de la guerre affirme que la Russie travaille à la formation d'une réserve stratégique de nouvelles recrues, qu'elle pourrait un jour déployer contre l'OTAN. Les chiffres du recrutement suggèrent que la source anonyme pourrait être sur une piste. Près de 290 000 personnes ont signé des contrats avec le ministère russe de la Défense entre début 2025 et le 15 septembre. Cela équivaut à 31 600 recrues par mois, un chiffre notable. En juin, Georges Barros, chef de l'équipe Russie de l'Institut pour l'étude de la guerre, déclarait au Kiev Independent que les pertes russes dépassaient le rythme de recrutement mensuel. Ils perdent entre 35 000 et 45 000 personnes par mois et recrutent sans doute un peu plus, avait déclaré Barros. Le nouvel informateur de l'Institut pour l'étude de la guerre pourrait avoir des chiffres erronés, ou peut-être que les pertes de la Russie sont inférieures à ce qui était prévu. Barros indique aussi que la Russie recrute possiblement plus que les pertes estimées en juin. Cela renforce l'idée qu'une force de réserve se forme. Un autre facteur pourrait aussi intervenir, nous y reviendrons bientôt. Malgré les chiffres, une chose est sûre. La Russie recrute plus de soldats qu'elle n'en déploie en Ukraine. D'après The Insider, certaines recrues intègrent la réserve stratégique que la Russie forme depuis juillet 2025, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. La source n'a pas indiqué combien rejoignent la réserve stratégique plutôt que le front en Ukraine, ce qui paraît quelque peu douteux. Ici, une source anonyme affirme que la Russie est une réserve, sans donner d'autres chiffres que le total des recrutements nationaux. C'est tout ce dont nous disposons. Mais à mesure que l'Institut pour l'étude de la guerre évolue, on voit sans doute la Russie réagir aux changements sur le front ukrainien qui lui deviennent favorables. Globalement, les pertes russes semblent diminuer. L'Institut pour l'étude de la guerre indique que la Russie a perdu au début de l'année un nombre de soldats similaire à celui cité par Barros pour le Kiev Independent. De janvier à juillet, le taux de perte mensuelle du pays a varié entre 32 000 et 48 000. Si les taux restèrent les mêmes pour le reste de 2025, cela signifierait que le recrutement de la Russie est loin d'être suffisant pour compenser ces pertes, sans même parler de constituer une force de réserve. Mais voilà le problème. Le taux de perte de la Russie n'est pas resté le même. En août, l'Institut pour l'étude de la guerre signale que les pertes russes ont chuté à environ 29 000 ce mois-ci. Ukraine Informe donne un chiffre plus précis dans une publication Facebook. Le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrski, a confirmé que la Russie a perdu 28 790 soldats en août, soit plus de 3 000 de moins que lors de son pire mois des 7 premiers mois de 2025. Et si septembre en est une indication, ce déclin n'est pas un événement isolé. En première moitié de septembre, la Russie a perdu 13 000 soldats. Si le taux de perte reste stable, le total mensuel serait de 26 000 en baisse par rapport à août. Rappelez-vous le chiffre de recrutement mensuel évoqué. 30 et 1 600. Pour la première fois en 2025, la Russie recrute plus de soldats par mois qu'elle n'en perd en Ukraine. Cela signifie qu'il y a des milliers de recrues pour la réserve. En septembre, la Russie comptera 5 600 hommes de plus que nécessaire pour compenser ses pertes en Ukraine. Cela s'ajoute aux près de 3 000 recrues excédentaires en août. L'Institut pour l'étude de la guerre précise que les avancées russes entre mai et août ont entraîné moins de pertes humaines qu'au printemps. Ce taux de perte réduit pour des gains similaires a sans doute poussé la Russie à envisager une force de réserve. La question est donc, qu'est-ce qui a changé dans l'approche russe cet été? Politico a donné quelques indices, le 16 juillet, dans un article où il a noté que l'Ukraine avait été contrainte de réorganiser ses défenses dans les régions ciblées par la Russie, lors de l'offensive estivale russe. Cette réorganisation n'a pas renforcé les fortifications, ni amélioré leur capacité face aux assauts mécanisés utilisés par la Russie durant la guerre. Jusqu'à ce moment-là, les défenses étaient adaptées parce que la Russie avait commencé à utiliser des unités beaucoup plus petites pour attaquer l'Ukraine. Syrski a souligné cette différence aux journalistes fin juin, selon le média. Maintenant, nous voyons que la position la plus efficace est celle d'un détachement maximal.
Et il y a principalement des groupes de tranchées, même des soi-disant trous de renards, ce qui rend impossible pour l'ennemi d'utiliser des drones d'attaque. Un drone, surtout avec la fibre optique, peut désormais pénétrer partout, a déclaré Sierski à propos des nouvelles défenses ukrainiennes. Ce changement s'est produit car la Russie est passée d'attaques initiales, avec des bataillons de 500 soldats à des assauts. D'abord avec 100 soldats, puis des sections de 20 hommes. Le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, a fait une affirmation similaire en juin, bien qu'il ait présenté les déploiements réduits de troupes russes comme un exemple des difficultés rencontrées par le pays sur le champ de bataille en Ukraine. Il apparaît que le Centre d'études stratégiques et internationales s'est sans doute précipité. Les déploiements réduits de troupes ne reflétaient peut-être pas des problèmes d'effectifs russes. Au lieu de cela, il pourrait s'agir d'une manœuvre calculée de la part de la Russie. De cette façon, elle parvient toujours à s'emparer d'un territoire à un rythme acceptable tout en perdant moins de soldats, pour conquérir ce territoire qu'auparavant. L'Institut pour l'étude de la guerre pense que ce scénario est possible. Il dit que la révélation d'une force de réserve par sa source anonyme pourrait l'indiquer. La Russie n'est pas seulement satisfaite de son rythme actuel de progression, mais elle pense aussi pouvoir maintenir à la fois son taux de perte réduit et ses chiffres actuels de recrutement. La Russie progresse, même si ce n'est pas encore rapidement. Par exemple, le 13 août, Russia Matters a publié un bulletin de notes sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, couvrant la période du 15 juillet au 12 août. Il précisait que la Russie avait pris 241 miles carrés en Ukraine, soit 7% de plus que les 226 miles carrés conquis entre le 8 juillet et le 5 août. Ce n'est pas un rythme d'avancée rapide, mais cela pourrait suffire à Poutine. La création de la réserve stratégique suggère une évaluation du commandement militaire russe. Les forces russes pourront maintenir leur rythme d'avancée. En utilisant ces tactiques de petits groupes qui permettent au commandement russe de déployer moins de personnel en première ligne, l'Institut pour l'étude de la guerre indique dans son rapport « Les avancées russes restent assez rapides pour que Poutine les juge réussies. Même si ces avancées n'impliquaient pas la prise de grandes villes, c'est là que la stratégie de la Russie pourrait échouer. » Début août, les forces russes ont percé un trou de 1200 km dans les défenses ukrainiennes près de Pokrovsk. Cette avancée fut brève, car l'Ukraine a déployé la célèbre brigade Azov pour renforcer sa défense et stopper l'incursion. Cet épisode a montré que si de petites unités russes peuvent percer, elles manquent de moyens pour exploiter ces brèches et lancer de vrais assauts contre des villes fortifiées. Pour prendre Pokrovsk, la Russie devra sans doute l'assiéger, comme elle l'a fait avec d'autres villes ukrainiennes pendant la guerre. Une telle attaque épuiserait vite les réserves que la Russie constitue, selon les précédents. Pour Poutine, c'est un problème pour plus tard. Actuellement, le faible taux de perte permet à Poutine de constituer une réserve stratégique. Bien sûr, faible est un terme relatif. En 2025, le taux de perte russe est la faible comparé à 2024 selon les chiffres mensuels évoqués plus tôt. L'an dernier, l'Ukraine a déclaré que la Russie avait perdu 430 000 soldats, soit plus de 35 800 par mois. Si la Russie avait maintenu le même taux de perte que celui observé jusqu'en juillet 2025, nous aurions probablement constaté un total annuel similaire pour cette année. Impossible de créer une réserve. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le taux de perte de la Russie a nettement diminué depuis qu'elle a commencé à utiliser sa nouvelle stratégie de petites unités. Il convient également de mentionner que la Russie dispose des effectifs nécessaires pour maintenir son taux de recrutement actuel pendant un certain temps. Selon Global Firepower, le pays compte un peu plus de 46 millions de personnes aptes au service sur une population d'environ 140 millions d'habitants. La Russie compte environ 126 millions de personnes atteignant l'âge militaire chaque année, garantissant à Poutine un flux constant de soldats potentiels. Gardez ce point concernant les jeunes recrues à l'esprit. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres semblent tous jouer en faveur de la Russie. Elle continue de perdre des soldats à un rythme élevé, bien que le Kremlin semble considérer ce taux comme acceptable. Le recrutement dépasse les pertes pour la première fois depuis longtemps. De plus, la Russie est un grand pays avec beaucoup de gens que le Kremlin peut convaincre. Les amadouer ou les forcer carrément à faire leur service militaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Ces facteurs montrent que la Russie peut commencer à former sa réserve. Logiquement, la Russie enverrait toutes les nouvelles recrues en Ukraine. Une force déjà importante pourrait devenir écrasante si la Russie en est au point où elle peut envoyer plus de soldats en Ukraine qu'elle n'en perd chaque mois. Mais la Russie forme une armée de réserve au lieu de cela. Non seulement Poutine semble satisfait du rythme lent en Ukraine, mais il a aussi une autre cible en vue. Les rapports de l'OTAN montrent
que la Russie constitue une réserve stratégique, ce qui indique que le Kremlin ne veut pas mettre fin à sa guerre contre l'Ukraine et reste déterminé à atteindre ses objectifs militaires, tout en se préparant possiblement à un conflit avec l'OTAN, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. Il répète la même affirmation plus loin dans son rapport, renforçant l'idée que Poutine a désormais les yeux tournés vers l'avenir. Le dirigeant russe pense que la stratégie actuelle permettra de prendre l'Ukraine, même si cela prend des années. Poutine ne compte clairement pas s'arrêter ni œuvrer pour la paix, comme le montrent ses récentes actions. Malgré sa participation aux pourparlers de paix, avec les États-Unis, la Russie poursuit ses assauts terrestres et bombarde l'Ukraine avec missiles et drones. Poutine est heureux de continuer à avancer en se basant sur les chiffres actuels. De plus, comme le note l'Institut pour l'étude de la guerre, et comme nous l'avons mentionné plus tôt, la jeunesse russe pourrait finir par jouer un rôle majeur dans la force de réserve que la Russie est en train de constituer. L'Institut pour l'étude de la guerre indique qu'un conflit entre la Russie et l'OTAN paraît probable. Surtout que la Russie investit massivement dans de nouveaux programmes visant à recruter les jeunes diplômés russes dans l'armée du pays pour de nombreuses années à venir. Le Defense Post a signalé ces programmes en juillet. Les principaux sont des programmes académiques encouragés dans les écoles russes pour orienter les enfants vers des centres d'intérêt utiles, militairement. Ces programmes ne couvrent pas tous les aspects physiques du métier de soldat. Beaucoup d'entre eux abordent plutôt des sujets liés à la guerre hybride, comme la programmation et la guerre électronique. Le média indique que certaines écoles russes offrent des cours de conception de drones, suggérant que la Russie cherche de jeunes ingénieurs pour gagner un avantage sur l'Ukraine dans la guerre par drone. Parfois, des élèves sont recrutés pour des initiatives militaires en cours. The Defense Post affirme que Poutine essaie de les endoctriner dès le plus jeune âge, afin qu'ils soient plus enclins à accepter lorsque les recruteurs viendront les solliciter, avec la promesse de salaires mirobolants. La ludification est aussi un nouvel outil de recrutement militaire. The Defense Post mentionne une plateforme de jeux russe, ayant réuni plus de 60 000 joueurs. Des points supplémentaires sont promis aux participants pour leurs examens de fin d'études. C'est une forme particulière de corruption que la Russie utilise pour attirer des enfants influençables vers son armée. Cette plateforme de jeu a aussi été associée à des énigmes où les élèves résolvent des défis sur les sanctions et des défis techniques créés par les sous-traitants de la défense russe. Quand on dit créer, on le pense vraiment. Ce sont des problèmes auxquels ces sous-traitants sont déjà confrontés, et ils cherchent clairement de jeunes esprits brillants qui pourraient aider à les contourner. En août, Radio Free Europe a souligné que ce ne sont pas seulement les enfants russes qui sont visés par ce type de programme. Au Kirghizistan, on offre aux enfants la possibilité de rejoindre ce qui semble être des écoles professionnelles qui promettent d'étudier à l'étranger et d'apprendre à fabriquer des drones. Des brochures distribuées incitant les enfants à rejoindre les meilleurs, illustrées de photos de jeunes en uniforme militaire. Bien sûr, le fait que les armées ciblent les jeunes n'a rien de nouveau. Cependant, il y a une détermination dans ces programmes qui est étrange. La Russie ne distribue pas de brochures en demandant aux jeunes de songer à rejoindre l'armée. Elle utilise des programmes spécifiquement conçus pour intégrer les participants dans une culture militaire. Ainsi, ils seront plus enclins à signer les papiers lorsqu'ils atteindront l'âge requis et que les recruteurs viendront les solliciter. Et si l'on en croit l'Institut pour l'étude de la guerre, ces programmes correspondent à la stratégie russe de constituer une réserve militaire potentiellement dirigée contre l'OTAN. Outre les programmes pour la jeunesse et la force de réserve, d'autres indices montrent que la Russie se prépare à une guerre contre l'OTAN. Vladimir Poutine a appuyé sur des boutons et testé les limites au cours des dernières semaines. La Russie continue de tester les limites des défenses aériennes de l'OTAN au-dessus de la mer Baltique, alors qu'elle augmente la fréquence de ses violations de l'espace aérien des États membres de l'OTAN, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. L'OTAN a demandé à l'Allemagne de faire décoller 2 Eurofighter pour intercepter un avion russe non identifié au-dessus de la mer Baltique le 21 septembre. Ce n'est pas la seule incursion récente d'appareils aériens russes dans l'espace aérien de l'OTAN en septembre. Début du mois, la Pologne a indiqué que 19 drones russes avaient pénétré son espace aérien, certains ayant dû être abattus. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a affirmé que cet incident était le plus proche d'un conflit ouvert depuis la Seconde Guerre mondiale, soulignant la gravité du problème. Quelques jours après, un drone russe a pénétré l'espace aérien roumain. Cependant, cet événement a été moins grave que l'incursion en Pologne, qui a causé des dégâts matériels. La Pologne, la Roumanie et l'Estonie sont membres de l'OTAN. L'Estonie a aussi eu des intrusions aériennes russes le 19 septembre. Cette fois, il ne s'agissait pas de drones. La Russie a envoyé un trio de Mikoyan Gurevich, 31, qui ont tous ignoré les tentatives de communication de l'Estonie et sont restés dans l'espace aérien du pays jusqu'à ce que des chasseurs de l'OTAN les escortent hors de la zone.
Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur l'incident impliquant la Russie et la réaction de l'Estonie, qui pourrait influencer la réponse de l'OTAN à l'avenir. La Russie nie toute responsabilité, mais la situation est évidente. Moscou cherche à savoir jusqu'où aller pour susciter une réaction de l'OTAN. Cela serait déjà assez inquiétant en soi, si l'on ajoute ces incursions à la constitution signalée d'une force de réserve, les programmes militaires russes pour enfants, et la satisfaction apparente de Poutine face à la guerre en Ukraine. Certains membres de l'OTAN estiment que la poudrière risque d'exploser en Europe. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, pense que la Russie prépare peut-être un grand projet. En juin dernier, The Guardian a rapporté que Rutte avait affirmé que la Russie pourrait être prête à attaquer l'OTAN dans les 5 prochaines années. Rutte a aussi réclamé un saut offensif collectif lors de son discours à Chatham House à Londres. L'OTAN recommande désormais que chaque membre consacre 5% de son produit intérieur brut contre 2% auparavant, pour se préparer à la menace russe. Peut-être que Rutte savait déjà ce que nous ignorions, et que l'informateur anonyme de l'Institut pour l'étude de la guerre vient de le révéler. Ce qui semble clair, c'est que l'OTAN doit se préparer à un affrontement, même s'il n'est pas certain quand cet affrontement aura lieu. Rutte affirme que la Russie sera prête dans 5 ans, mais Poutine patientera-t-il autant ? 5 ans, c'est long pour un dirigeant de 72 ans, bientôt 73. Il est possible que le nouveau programme de réserve de la Russie soit conçu pour permettre une guerre avec l'OTAN plutôt que ce que Rutte affirme. Si cette guerre éclate, les avis divergent sur le vainqueur. En septembre, The Week a estimé que l'OTAN, même sans les États-Unis, pourrait vaincre la Russie actuellement. Le média a cité la supériorité technologique de l'OTAN et l'interopérabilité de plus de 30 membres comme étant des facteurs clés d'une victoire de l'OTAN, en supposant une guerre conventionnelle. George Allison, écrivant pour The Telegraph, a conclu de même, soulignant que les chiffres favorisent l'OTAN. Des doutes persistent sur la capacité de l'organisation de défense collective à résister à une guerre d'usure. En janvier, Steve Jeremy de Responsive Statecraft affirmait que l'OTAN pourrait ne pas être prête face à la Russie. Il affirme que la lourdeur du processus décisionnel, l'absence de stratégie et l'exposition des atouts stratégiques de l'OTAN aux missiles balistiques sont des facteurs. Il semble pourtant que l'OTAN ait l'avantage. C'est justement cet avantage, surtout en nombre de soldats, que la Russie tente de contrer. Alors qu'elle maintient ses forces en Ukraine, elle construit une armée secondaire qui pourrait un jour être prête à affronter l'OTAN. L'OTAN sera-t-elle prête ? Quand la guerre éclatera-t-elle ? L'Ukraine peut-elle affaiblir assez les forces de Poutine pour éviter un conflit entre la Russie et l'OTAN ? Seul le temps nous le dira. Une chose que Poutine n'avait peut-être pas anticipée en commençant à constituer l'armée de réserve de la Russie, c'est que l'un de ses plus grands alliés pourrait être sur le point de tourner le dos à son pays. La Biélorussie s'effondre alors que la guerre de Poutine détruit tout, risquant une rupture. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les récents tests de la Russie face à l'OTAN. Merci de votre fidélité.